I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. La balle est dans le camp des entreprises. C'est en substance le message lancé par Mohamed Boussaïd. Depuis 2 semaines, le ministre de l'économie et des finances multiplie les sorties dans la presse papier. Il a fait sa première sortie radio ce matin sur Atlantique sur le projet de loi de finances 2018. Il assume un budget suffisant pour pousser les entreprises à se développer et embaucher. La refonte de l'IS et les avantages fiscaux pour les créations d'emplois suffisent. Alors vrai ou pas, l'emploi, mais aussi l'informel sont-ils suffisamment pris en compte dans le budget 2018? C'est le premier sujet des décodeurs Atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Youssef Garaoui Filali est également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Président du Centre marocain de la gouvernance et du management. En deuxième partie, nous continuerons de parler emploi, mais cette fois-ci sous un autre angle. Va-t-on vers un emploi actuel sur 2 qui va disparaître au Maroc à cause de l'intelligence artificielle? C'est ce que prédit la Banque mondiale. Pourquoi? Quels sont les emplois menacés et quelles solutions? Que faire? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les décodeurs Atlantiques, votre émission. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter à travers le hashtag LDA. L'emploi et l'informel sont-ils suffisamment pris en compte dans le budget 2018, Amine Diori? Alors, suffisamment pris en compte, oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des projets de loi qui concernent explicitement la création d'emplois. Je penserai par exemple au projet TAFIS, qui a été remodelé pour permettre une embauche de 10 personnes, qui permet une exonération de l'IR à partir de 2 ans, à partir de la création, pas de la création, ça s'est modifié, mais à partir de l'entrée en vigueur de l'opérationnalisation de l'entreprise. Oui. Donc ça a été... Auparavant, c'était 5 personnes qui étaient... Exactement, donc plus de personnes touchées. Donc une loi sociale qui permet de l'embauche. Toutes les mesures qui ont été prises ont été faites avec l'objectif de donner un peu plus d'air en termes de trésorerie pour les entreprises, donc pour les inciter à investir, mais également pour embaucher. Donc toutes les lois, tous les projets de loi, toutes les propositions qui sont faites dans le projet de loi sont faites avec l'objectif évidemment de créer de l'emploi. Youssef Garaoui Filali, vous êtes optimiste vous aussi? C'est suffisant ces mesures qui détaillent justement des objectifs en matière de réduction du chômage dans ce budget 2018? Moi, je pense qu'il s'agit de mesures que je qualifierais de classiques. C'est des mesures récurrentes. Donc voilà, on cherche la réduction des charges patronales pour encourager beaucoup plus à l'embauche. Donc il y a un certain nombre d'avantages fiscaux qui reviennent d'une année à l'autre. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est la réduction des postes budgétaires, c'est-à-dire même l'effort public, on est passé de 30 000, 26 000 postes budgétaires, nous sommes maintenant à 19 256, donc il y a un recul en matière de postes budgétaires, on le comprend parce qu'on ne maîtrise plus, je dirais, les indicateurs de croissance, donc ça c'est un sérieux problème, mais en parallèle il y a aussi la création, par rapport toujours à l'emploi, la création de postes budgétaires que je qualifie hors croissance. C'est des postes budgétaires qu'on a créés par voie de contractualisation et l'objectif c'est de répondre à un besoin, surtout dans le secteur de l'éducation. Ouais. Et sachant que la masse salariale est la voisine les 108 milliards de dirhams, on ne peut pas faire augmenter le chiffre, ça pèse lourd sur le budget de l'État. Donc on cherche à faire minimiser le maximum la création de postes budgétaires, sachant que déjà dans ce solde, il y a des départs à la retraite. Donc il y a un effort public qui est en recul par rapport à la création de l'emploi. Donc ça, c'est constaté. Mais on a une enveloppe supplémentaire pour l'éducation et pour la santé. Exactement, mais ce ne sont pas des postes budgétaires, c'est des contractualisations et donc voilà, ils ne seront nulle part statutaires jusqu'à nouvel ordre. Bon, donc il y a un recul en matière de l'emploi. Le public, c'est une goutte d'eau parmi l'emploi dans le secteur privé. Là, franchement, l'objectif du gouvernement, on le rappelle, c'est 100 000 à 200 000 emplois par an. Baisser le chomage à 8%. Alors, je rebondis par rapport à ça. Une petite information importante.
important, c'est pour pouvoir satisfaire 200 000 demandeurs d'emploi, il va falloir faire 8% de croissance. C'est très difficile au Maroc. Bien sûr. Avec le retard des précipitations cette année, nous ne serons pas sur 3,5 de croissance. Il se peut qu'on ne dépasse pas les 1,5. Ouais. Donc, je cède la parole. Oui, je voulais rebondir justement sur ce dernier point. Les derniers chiffres qui ont été sortis sur les créations d'emplois au Maroc, sur le troisième trimestre, 89 000 emplois nets ont été créés au Maroc, sachant qu'on est aujourd'hui, ce qui est relativement faible, sachant qu'on est sur un rythme de croissance aujourd'hui de 4%. Et quand on lit entre les lignes une dernière interview faite par Monsieur Boussaïd sur la croissance de l'économie et sur le fait que ça ne crée pas d'emplois, qu'est-ce qu'il dit en substance? Il reconnaît effectivement que notre économie crée très peu d'emplois. Et pire que ça, il disait que même si on atteignait des taux de 5-6%, on continuerait à ne pas créer suffisamment d'emplois. Donc c'est assez inquiétant quand même. C'est-à-dire qu'on fait de la croissance, mais on crée pas d'emplois derrière. Et comment explique-t-il ça? C'est assez intéressant de voir son analyse. Il voit que par le passé, il y a eu énormément d'investissements publics qui ont été faits. Je rappelle quand même que ça représente presque 30% du PIB en investissement public et que ça a généré très peu d'emplois. Et il dit que dorénavant, tout investissement public, chaque denier public investi devra nécessairement avoir un impact sur la croissance et sur l'emploi. Ce qui n'était apparemment pas les objectifs, mais en tout cas pas pris en compte pour les précédents investissements. En tout cas, on va pouvoir les quantifier puisqu'il y aura cette loi organique de finances qui, on le rappelle, propose donc des chantiers, des investissements sur 3 ans avec une évaluation chaque année de ce qui est mis comme argent public pour différentes missions, différents objectifs du ministère. Je vous propose d'écouter Mohamed Boussaïd, le ministre de l'économie et des finances. Il était donc ce matin l'invité de 7h50 et on parlait avec lui refonte de l'IS, avantages fiscaux. Est-ce que c'est suffisant justement pour créer de l'emploi? Écoutez sa réponse. Alors l'IS progressif, c'est une mesure dans un package fiscal complet, important, qui touche bien entendu et qui concerne l'IS progressif pour permettre donc aux PME d'améliorer leur capacité de recrutement, mais également il y a un certain nombre d'autres mesures, des exonérations, des avantages fiscaux. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais qui concernent l'exonération au niveau des droits d'enregistrement, des augmentations de capital, les droits d'enregistrement pour les cessions d'actions, un certain nombre aussi de mesures que nous avons voulu, complet pour donner un vrai signal positif en faveur de l'entreprise, en faveur de l'investissement privé, pour que l'entreprise puisse retrouver sa capacité de recrutement et sa capacité d'investissement. Bon, la refonte de l'IS, des avantages fiscaux, ça suffit, mais est-ce qu'une entreprise a vraiment besoin uniquement d'avantages fiscaux et d'une refonte de l'IS? Est-ce qu'elle n'a pas besoin de carnets de commandes qui sont pleins, Youssef Guerrero, pour créer de l'emploi? Tout à fait, exactement ça. On l'a constaté durant l'année 2017, avec 6 mois de blocage gouvernemental. Beaucoup d'entreprises ont fermé, d'autres entreprises, elles ont vu leur carnet de commandes reculer de manière significative. Il y a un problème au niveau des commandes publiques. Les marchés publics ne s'exécutent plus comme avant, surtout pour l'année 2017. L'année 2018, éventuellement, il y a, je dirais, un état d'esprit qui est un petit peu morose. Donc, les entreprises s'inquiètent de plus en plus par rapport à tout ce qui est commande publique. Et donc, voilà, l'encouragement de l'entreprise, ce n'est pas seulement les avantages fiscaux. C'est d'autres choses. C'est question d'accompagnement, de formation des cadres. C'est question d'accès au marché pour qu'il y ait plus de compétitivité. C'est éventuellement question de procédures administratives, de digitalisation, de facilitation des procédures pour que les entreprises, je dirais, se recentrent sur leur métier au lieu de perdre le temps dans des procédures administratives et des rouages de l'administration. Notamment dans les procédures de raccordement à l'électricité, c'est ce que rapportait Doing Business 2018. C'est le comble. 69e, on le rappelle. Tout à fait, c'est le comble. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Donc il va falloir mettre en place un package complet pour les entreprises, pour leur accompagnement, pour leur développement et pour promettre aux entreprises pour faire de la croissance. Rapidement sur l'investissement, si vous me permettez, une information par rapport à l'ICOR. Il nous faut 7 unités supplémentaires en investissement pour faire une unité supplémentaire de Alors PIB. l'ICOR, juste à rappeler pour les auditeurs. Alors, pour l'ICOR, c'est un indicateur qui permet de mesurer l'impact de l'investissement par rapport à la croissance. D'accord? Donc là, on a un sérieux problème en matière de croissance, parce que il faut le dire, ces mesures fiscales ou même toute la fiscalité, elle n'est pas moteur de la croissance. Normalement, l'investissement, il doit générer de la croissance. Et éventuellement, je parle de poste budgétaire. Bon, maintenant, la mesure phare dans la loi organique des finances, c'est que
l'endettement sera destiné uniquement pour de l'investissement. Mais le problème qu'on a, c'est que l'investissement aujourd'hui, c'est pas de l'investissement pour créer de la croissance, c'est pas pour créer de la richesse. C'est de l'investissement des fois, c'est pour la construction, c'est pour les bâtiments, ce qu'on appelle l'investissement qui fait du capital matériel. On est beaucoup plus sur de l'accumulation du capital matériel, mais l'investissement ne fait pas de la croissance. Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. Alors oui, effectivement, je voudrais nuancer quand même ce que dit Monsieur Boussaïd sur l'impact des projets qui sont aujourd'hui proposés, notamment la réforme phare qui est celle de la réforme de l'IS. Je voudrais rappeler juste un chiffre quand même. 70% des entreprises aujourd'hui qui déposent leur bilan auprès de la DGI ont un résultat fiscal négatif. C'est-à-dire que pour ces entreprises-là, la réforme de l'IS, l'IS progressive n'aura aucun impact pour elles puisqu'elles sont déjà déficitaires. Donc c'est pour dire que oui, effectivement, c'est intéressant, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a, on va le constater dans les prochaines semaines. Quand on parlera des défaillances d'entreprise pour 2017, qui, à mon avis, seront encore à un niveau assez élevé, une des explications, ça reste toujours la même, ça reste toujours lié au délai de paiement, ça reste toujours un problème de trésorerie. Il est positif, Mohamed Boussaïd, ce matin, dans l'interview à 7h50, dans le Grand Morning sur Atlantic Radio, il disait quoi? Il disait, ok, très bien, il y a eu 7000 défaillances d'entreprises en 2016, il y a eu, vous me corrigez, 23 000, 26 000 entreprises qui étaient menacées de faillite en 2016, mais il y en a plus de 3 fois qui se créent aussi en parallèle, Amine Diouri. Oui. C'est ce que sort Mohamed Boussaïd. Oui, mais alors après, il faut voir. Je nuancerai encore une fois parce qu'il faut voir aussi dans quel contexte se créent ces entreprises. On crée effectivement l'auto-entrepreneur, ça marche plutôt fort, d'accord. Près de 30 000 entreprises, près de 30 000 sociétés se créent chaque année. Mais il faut voir aussi dans quel contexte. On veut créer des emplois, mais on crée des sociétés qui ont un capital initial qui est relativement faible, qui ont qui ont vraiment beaucoup de mal à survivre après 5 ans. C'est ça la réalité des choses. Donc aujourd'hui, certes, il y a 7000 sociétés défaillantes, mais on parle uniquement de sociétés, on ne parle pas d'entreprises, personnes physiques. Si on les prenait en compte, on aurait un nombre beaucoup plus important. Mais c'est à la rigueur, c'est juste une question de chiffres. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on a une réalité qui est celle de l'entreprise qui aujourd'hui a des grosses difficultés avec la trésorerie. La trésorerie due à quoi? Due de la TVA, de le remboursement de TVA qu'elle n'arrive pas à récupérer ou très très lentement. C'est un problème dû au délai de paiement qui ça fragilise énormément le tissu entrepreneurial et le tissu TPME. C'est ça aujourd'hui la réalité. Youssef Garoui-Fideli. Juste par rapport à la création d'entreprises, c'est vrai qu'au Maroc aujourd'hui, nous sommes en train de développer tout un pôle de compétitivité. Il y a des donneurs d'ordre et ça permet de créer un certain nombre de startups. Nous avons le cluster solaire, cluster numérique, etc. Oui, la création d'entreprise, elle est là, mais au-delà de la création de l'entreprise, et je reviens au rôle des centres régionaux d'investissement, il va falloir s'occuper de l'accompagnement de ces entreprises. Bien sûr, même dans les métiers mondiaux. Exactement, tout à fait. L'ouverture de ces entreprises vers l'Afrique, l'ouverture à l'international, le développement, la croissance des startups. Donc il y a un point beaucoup plus important que, je dirais, se focaliser uniquement sur le chiffre par rapport à la création d'entreprises. Premier point. Deuxième point, je dirais, par rapport au délai de paiement. Bon, aujourd'hui, il y a déjà un problème en matière de butoir de TVA. Donc, l'État n'arrive toujours pas à apurer ses arriérés à 100%. D'accord, nous sommes sur des reports d'une année à l'autre. Donc, il y a un butoir qui est toujours à l'ordre du jour. Première remarque. Et pas de calendrier précis, sur ce butoir. Exactement, tout à fait. Et même l'État n'arrive pas à se prononcer clairement sur un calendrier de remboursement de cette fameuse TVA. Un autre point qui est important, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons un texte d'application sur les intérêts moratoires. Les entreprises, les institutions et les administrations publiques, ils ont commencé à appliquer ces intérêts moratoires. Donc, on l'observe dans le secteur public. Mais le problème qui se pose, c'est que derrière ce texte, il y a quelques manipulations qui se font au niveau du système. C'est-à-dire que le maître d'œuvre, quand il réalise la prestation, il vient voir le maître d'ouvrage qui est l'administration, qui est l'ordonnateur. Et donc, si l'ordonnateur ne certifie pas la prestation, s'il n'accuse pas réception des services exécutés, il ne pourra nulle part constater qu'il y a un retard de paiement. C'est-à-dire que il y a un point, il y a, je dirais, une force de frappe de l'ordonnateur parce que c'est lui qui certifie d'abord la livraison et qui ordonne l'exécution du règlement pour pouvoir constater des intérêts moratoires.
La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Youssef Guerraoui Filali. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes président du Centre marocain de la gouvernance et du management. Amine Duri également avec nous ce matin. Rebonjour. Bonjour André. Responsable PME chez Inforis. On parle avec vous informel et emploi dans ce budget 2018. Les mesures qui sont mises en place, proposées dans ce budget 2018 qui est en discussion depuis maintenant une semaine au Parlement, sont-elles suffisantes? Vous nous avez répondu oui, chouïa. Pour l'emploi, c'est ce qu'on doit conclure sur la première partie de l'émission, Youssef Guerraoui Filali. Bon, pour moi, c'est des mesures modestes. C'est pas suffisant, sachant que le taux de chômage il est très élevé, donc il a voisiné 10%. Je pense que l'effort par rapport à l'emploi pour le PLF 2019, parce que je pense pour 2018 c'est bon, il va falloir faire plus d'efforts, carrément doubler d'efforts si on veut vraiment promouvoir l'emploi dans notre pays et réduire de manière significative le taux de chômage. Amine Duri. Oui, chouïa, c'est ce qu'on peut conclure Oui, les mesures sont intéressantes, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, j'attends de voir. Je ne suis pas certain que ça aura un impact direct sur l'emploi, malheureusement. Bon, on va parler informel également, c'est un autre grand dossier. On attend toujours une étude qui a été commandée par la CGM sur ce dossier de l'informel, avec un constat qui est retourné surtout par des organisations professionnelles depuis maintenant un an et demi, c'est qu'il y a une tendance de certaines entreprises qui sont dans le formel à aller vers l'informel. Ça commence à devenir de plus en plus inquiétant. Est-ce que ce budget 2018 permet justement de sortir de l'informel? Quelles sont les propositions qui sont mises sur la table de ce budget 2018, Amine Duri? Alors, la principale mesure, la mesure phare, c'est quand même l'IS progressif, pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, avec le barème actuel, quand vous faisiez 299 000 dirhams de bénéfices fiscaux, vous payez 10% là-dessus. Maintenant, quand vous allez faire 301, à l'époque, vous payez 30 000 dirhams de plus. Avec le nouveau barème, ce sera un barème progressif, c'est-à-dire que vous paierez par tranche uniquement. Donc, il y aura une nette réduction d'impôts pour les entreprises qui joueront le jeu. Et c'est aussi ça l'objectif du gouvernement. C'est d'inciter justement les entreprises qui soient sous-déclarées ou ne déclaraient pas leurs revenus à déclarer justement leurs vrais revenus et rentrer dans ce barème qui leur est favorable. Et donc inciter aussi les entreprises qui aujourd'hui sont dans l'informel à déclarer leurs revenus puisqu'elles ne seront plus pénalisées de la même façon qu'avec l'ancien modèle. Youssef Guerraoui Filali, je suis un chef d'entreprise, j'ai monté l'entreprise de manière formelle, je suis parti dans l'informel, je feuillette ce budget 2018, est-ce que je suis convaincu pour revenir Alors, il faut le dire en toute sincérité. C'est vrai que l'IS progressif, il permet de faire des économies d'impôts. Ça permet d'encourager les entreprises à s'inscrire dans une démarche formelle, à payer les impôts, certes. Mais pour pouvoir encourager l'ensemble des parties, que ce soit des personnalités physiques ou d'autres personnalités morales informelles, à s'intégrer dans l'économie formelle du royaume, il va falloir passer par des incentives importantes. Quand on parle emploi, quand on parle installation, quand on parle facilitation, il y a un certain nombre de choses très importantes pour pouvoir encourager les gens qui opèrent dans cette économie informelle d'intégrer le tissu économique et social. Ouais. L'étude de l'HCP, on parle que l'informel c'est aux alentours de 40% de notre PIB. Eh bien, imaginez si on arrive à intégrer tout ce secteur informel dans notre tissu économique et social. On va faire de la très bonne croissance eux-mêmes. Parce que pour moi, il y a deux déterminants de la croissance aujourd'hui. Si on veut vraiment, atteindre les 8%, il y a la question de l'industrialisation des services et du développement durable. Les deux sont liés. À travers éventuellement la digitalisation, il y a aussi la question de l'intégration de l'économie informelle. D'accord? Donc ces deux points qu'il va falloir travailler en parallèle. Et même dans l'informel, il faut le dire, il y a des gens qui travaillent sur l'économie verte, il y a des gens qui travaillent sur le digital, sur l'infogérance, etc. On les connaît dans des quartiers populaires, ils font des applicatifs et des choses extrêmement importantes. Je pense qu'il va falloir sensibiliser, il va falloir passer aussi par une moralisation de la vie publique pour conscientiser ces gens, les pousser à travailler beaucoup plus dans un cadre formel et pour qu'ils comprennent qu'ils doivent participer positivement, activement au développement de l'économie de notre pays. Amine Duri, la région du Grand Casablanca met en place un dispositif pour créer son entreprise en 24 heures. C'était déjà le cas à Casablanca même. Maintenant, ça commence à se généraliser ici dans le Grand Casablanca. Est-ce que ça, c'est une mesure qui peut permettre justement, à terme, de pousser des chefs d'entreprise du secteur informel à se formaliser? Oui, complètement. Maintenant, il faut regarder les choses objectivement. Si on prend par exemple les objectifs de l'auto-entrepreneur, on vise un objectif de 100 000 auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle de 1,7 million d'entreprises informelles.
Il y en a encore beaucoup à devoir intégrer. Si on veut réellement l'intégrer dans le tissu formel, il va falloir une vraie volonté politique, ce qui n'était pas jusqu'à présent le cas, parce que quand même on parle de 2,4 millions de personnes employées dans l'informel. Si le gouvernement, si les autorités publiques commencent à lutter de manière drastique contre ces unités informelles, ça peut créer effectivement des remous. Et jusqu'à présent, notre ancien Premier ministre, Monsieur Benkiran, on nous le disait clairement, ça ne l'intéressait pas de lutter de manière trop violente contre l'informel, parce que ça risquait de fragiliser. Oui, exactement, et de créer des tensions sociales, chose qu'il ne voulait absolument pas faire. Tant qu'on n'aura pas cette volonté politique de vouloir de lutter contre ce fléau, parce que je rappelle quand même, et Monsieur Boussaïd le dit dans une de ses interviews, aujourd'hui, ce qui empêche notre industrie de créer davantage d'emplois, c'est certes le dumping, c'est-à-dire que nos industries ne sont pas compétitives par rapport aux entreprises étrangères, mais il y a aussi et surtout l'informel. Ouais. C'est ça aujourd'hui qui empêche notre industrie de croître et qui empêche notre économie de gagner davantage de points au PIB. Il y a un problème sur les CRI, même le roi Mohamed VI en a parlé dans ses discours de ces CRI, ces centres régionaux d'investissement qui ne sont pas efficaces. Est-ce que là, il n'y a pas peut-être un débouché pour elle, justement, de se transformer, d'aider l'informel à sortir justement par le haut vers le formel, et peut-être de raisonner en termes d'ambition africaine également. Il y a des petits produits qui sont faits par des Marocains, par des petites entreprises informelles du tissu marocain qui pourraient très bien intéresser l'Afrique subsaharienne. Youssef Gharib Filali. Tout à fait. Moi, je pense que le rôle des CRI au Maroc, donc il est en pleine période, je dirais, de métamorphose. Il y a toute une transformation. Donc, il y a des directives royales. Il y a les présidents des régions qui commencent à déléguer un certain nombre de prérogatives aux présidents des CRI, les directeurs des CRI, je veux dire, éventuellement ces responsables des CRI, ils sont beaucoup plus conscients des enjeux. Ils savent que le CRI normalement, il joue le rôle d'un intermédiaire entre l'investisseur, entre l'entrepreneur et l'administration marocaine en général. Donc il doit jouer ce rôle de facilitateur pour promouvoir les affaires dans la région. Et donc concrètement parlant, il va falloir passer par des opérations de sensibilisation, de conscientisation directe aux ouvriers qui travaillent sur l'artisanal, aux professionnels, parce qu'il y a aussi des professionnels du secteur non informel qui opèrent dans des petites communes, etc., pour pouvoir les intégrer dans cette économie formelle et pour qu'ils soient plus productifs dans un cadre, je dirais, légal, et bien évidemment pour pouvoir les encourager à produire beaucoup plus, pour leur faire de l'accompagnement et bien évidemment dans l'objectif de faire de la croissance et du développement socio-économique. Je voudrais terminer juste sur un point qu'on a abordé ce matin avec Mohamed Boussaïd, le ministre de l'économie et des finances, invité de 7h50 sur Atlantique Radio. Une proposition de loi d'amnistie pour les TPE-PME en faillite. C'était une proposition qui avait été faite par la Confédération des TPE-PME. A minorité, elle n'a pas été retenue et pour l'instant la réflexion n'est pas engagée au sein du ministère de l'économie et des finances. Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose ? Oui, effectivement, je pense que j'en parlais justement avec son président là, il y a pas très longtemps, et il était très très heureux des négociations qui étaient en cours. Je pense que c'est une perte effectivement pour les TPME qu'on passe à côté de cette amnistie. Ça aurait permis à beaucoup de ces TPME de se sauver justement de la faillite. Bon, de toute façon, c'était une mesure parmi d'autres. Oui, je pense pas qu'effectivement ça aurait permis de sauver de manière réelle la situation des TPME. Je rappelle qu'aujourd'hui elles ont d'autres priorités, la gestion de leur trésorerie liée au délai de paiement, liée au recouvrement de leur TVA. Ouais. Youssef Gharib Filali, pour conclure. Alors pour conclure par rapport à ce point, il y a déjà une mesure importante au niveau du PLF 2018, des exonérations par rapport à des prises de participation directe. Moi je trouve ça très important, si on veut sauver des entreprises, parce que on le sait très bien, quand on investit dans une entreprise, l'objectif ce n'est pas de la casser, c'est de la sauver, c'est de la promouvoir, c'est de la pousser vers le développement. Moi je pense que c'est une mesure très importante, il va falloir communiquer autour beaucoup plus pour pouvoir dire aux entreprises qui sont en bonne santé financière, en bonne situation financière et qui disposent d'un fonds de roulement, de bien vouloir l'investir dans des entreprises, des startups peut-être en difficulté, mais qui ont, je dirais, un potentiel de croissance important. Dernière petite information rapide, je me suis entretenu avec le directeur d'un CRI, même au niveau des CRI, pour qu'on reste un petit peu optimiste, il y a une transformation, il commence à adopter des méthodes de contrôle de gestion et des méthodes d'accompagnement pour faire du réel accompagnement terrain aux entreprises
Et l'objectif, c'est l'émergence et le développement de métiers phares pour la promotion de l'entreprise territoriale, pour le développement de start-up locales dans des métiers bien définis qui correspondent bien évidemment à la culture de chaque région. 50% des emplois actuels menacés par l'intelligence artificielle. C'est la Banque mondiale qui le dit. Vrai, pas vrai, on va en débattre. Et puis, quelle solution pour faire face justement à ce danger ou cette opportunité de l'intelligence artificielle? On en parle juste après la séance Coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amine Duri, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous avez choisi? Alors, ce sera un coup de cœur. Ça concerne la Caisse centrale de garantie. Je voulais mettre en avant son fantastique travail et puis des statistiques qui sont sorties justement sur son activité. J'en citerai 2. 80% des entreprises qui ont été appuyées par la Caisse ont obtenu des financements sans lesquels elles n'auraient pas pu l'avoir. C'est-à-dire que l'action de la CCG a été primordiale pour ces entreprises. Et un deuxième chiffre qui est très intéressant parce qu'on parle souvent d'investissement de l'argent public. Chaque dirham investi par l'État à travers la CCG a rapporté 1,50 dirham au bout de 5 ans. Donc vraiment de l'argent gagné à travers justement les impôts, etc. Donc vraiment je voulais féliciter le travail de la CCG. Youssef Garoui Filali. Bon, un petit coup de gueule. Ce matin, venant de Rabat, sur la radio, j'ai écouté que l'élève qui a agressé son professeur, il a été incarcéré en prison. C'est très décevant. Et je pense que le plus important dans cette affaire, ce n'est pas ni la régression ni la punition, mais c'est beaucoup plus la rééducation de ce genre, je dirais, d'adolescents pour pouvoir les réintégrer dans l'enseignement. Donc l'objectif, c'est de rééduquer et de réformer ces gens pour qu'ils puissent, je dirais, s'intégrer une autre fois dans l'école marocaine. Et j'espère que ce cas ne se reproduira plus jamais dans aucune des 12 régions du royaume. Et on rappelle 3 agressions à Sidi Benour, à Ouarzazate et puis à Rabat. Et c'est donc à Sidi Benour que la brigade de la police judiciaire a procédé à l'arrestation d'un élève de 20 ans pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l'encontre d'un professeur. 9h49 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet. Les décodeurs atlantiques avec Youssef Garoui Filali, président du Centre marocain de la gouvernance et du management, Amine Duri, responsable PME chez Inforisque. Un emploi sur 2, un emploi actuel sur 2 au Maroc, menacé de disparaître à cause de l'intelligence artificielle. C'est ce que prédit la Banque mondiale. Vous y croyez vous aussi? Un emploi sur 2? Ça vous paraît beaucoup, pas beaucoup, Amine Duri? Alors, c'est vrai que les différentes statistiques, différentes études le disent. Moi, ce que je voulais rappeler juste pour nos auditeurs, ce que c'est que l'intelligence artificielle et en quoi ça menace les emplois. Oui. Je voudrais juste dire, dans un premier temps, on parle de nouvelles technologies, de réseaux neuronales, qui permettent à des ordinateurs de penser comme des humains. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est d'automatiser les tâches. On parle de robotisation. On parle d'analyse des données grâce au machine learning et on parle de prédire le comportement des consommateurs, toujours à partir de techniques comme le deep learning ou le machine learning. On a de l'intelligence artificielle déjà avec notre smartphone. Bien sûr, notre assistant vocal sur Android, sur iOS, c'est de l'intelligence artificielle qui va se perfectionner encore dans les prochains mois et dans les prochaines années. Mais au Maroc, là, pour l'instant, on parle beaucoup d'emplois qui sont manuels. Je pense au textile, je pense aux métiers mondiaux. Est-ce que ces métiers-là sont touchés, sont frappés par l'intelligence artificielle? Youssef Garoui Filali. Déjà, avant de parler d'intelligence artificielle, qui sont, je dirais, c'est des techniques de mise en œuvre pour la réalisation de machines intelligentes, je pense que le Maroc, il a anticipé. Parce qu'on a essayé de faire le plan Maroc numérique. C'est vrai qu'on n'a pas réussi. On est passé par la stratégie digitale. Nous avons un cluster pôle quantitativité pour de l'automatisation, de la robotisation. Moi, je pense que le Maroc, il a anticipé un petit peu par rapport à cette question. Donc, maintenant, par rapport à d'autres pays africains. Bien évidemment, parce que le Maroc, c'est un pilier au niveau de la stratégie. On cherche à être un hub régional au niveau de l'Afrique avec une force de frappe RH, c'est-à-dire même de l'intelligence humaine. Et bien évidemment, qu'il va falloir prendre en considération la dimension de tout ce qui est robotisation, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Ça va en parallèle. Alors, le danger pour le Maroc, pour parler précisément, le danger pour le Maroc, selon moi, il y a la partie infogérance. Donc, infogérance, c'était un point au niveau du plan émergence. Heureusement, aujourd'hui, on est passé à l'accélération industrielle, parce que l'accélération industrielle, elle favorise la robotisation. Plus on industrialise les services, plus on réduit le facteur humain, plus on est sur un niveau de qualité qui est très élevé. Donc, il faut des compétences, il faut... Exactement. Donc, voilà, c'est pour cela que j'ai parlé aussi de la force de frappe
RH, c'est intégré au niveau de la stratégie digitale. Maintenant, le vrai problème, c'est qu'il y a des métiers au niveau de l'infogérance qui vont disparaître. L'intervention humaine au niveau du monitoring des serveurs. Je parle de tout ce qui est workplace services au niveau de tout ce qui est call center. Donc, c'est des métiers qui vont disparaître, mais le plus important, avec la transformation digitale, avec l'économie numérique, il va falloir former les gens pour requalifier les ressources humaines. Il y a d'autres métiers qui commencent à apparaître. D'accord, nous avons des animateurs de réseaux sociaux, nous avons des webmasters, il y a des annonceurs, il y a d'autres métiers qui apparaissent. Donc, ce qu'il va falloir faire, il va falloir réussir cette transition pour accompagner en parallèle cette transformation artificielle de notre société, pour que cette robotisation n'impacte pas nos ressources humaines. Voilà. Amine Diori. Alors j'ai beaucoup cité ce matin Monsieur Boutaïd. Je voudrais citer une de ses phrases parce que dans l'explication aujourd'hui du faible taux, le ministre de l'économie. Exactement. Parmi les causes du faible taux de croissance aujourd'hui de l'économie marocaine, il cite le fait qu'on est passé d'une économie de main d'œuvre à une économie à plus forte valeur ajoutée, à s'appuyant sur le digital et les nouvelles technologies. Ouais. Donc en fait c'est un peu ce qu'il dit. J'entendais parler Youssef Guerrier Filali, parler de digital. Le digital c'est fini. L'intelligence artificielle et le digital, c'est pas la même chose. Non, je sais, mais je veux dire par rapport à cette phrase, il justifie un peu le fait que aujourd'hui, notre économie en transition vers justement tout ce qui est intelligence artificielle, la robotisation, fait que dans les industries, on crée beaucoup moins d'emplois. On a remplacé des hommes par des robots, et c'est ce qui est en train de se passer. Ça se passe aujourd'hui dans l'industrie automobile, ça se passera demain dans l'industrie textile. Pire que ça, aujourd'hui, les robots qui travaillent dans ces industries, par exemple dans le textile, font un travail impeccable au niveau de la découpe. Demain, ils seront capables de concevoir un produit final de A à Z. Et dans ce cas, ça voudra dire de la délocalisation de nos industries vers un retour en Europe ou vers les pays riches, ce qui aura un impact. Comment on se prépare à ça, honnêtement? Et quelles sont déjà les compétences les plus touchées? Ce sont les ouvriers, ce sont les postes les moins qualifiés. C'est d'ailleurs tout ce que toutes les études nous disent aujourd'hui. Oui. Donc, si on veut se prémunir contre ce risque majeur pour notre économie, c'est avant tout en passant par la formation, par l'éducation, par justement préparer ces personnes aujourd'hui les plus touchées à essayer d'évoluer vers plus de valeur ajoutée. Donc, il faut penser à ça quand on élabore ce nouveau modèle de développement économique. Il y a un point très important pour qu'on soit clair. Alors, quand on parle robotisation, l'objectif c'est quoi? La robotisation et intelligence artificielle. Exactement, robotisation, intelligence économique, à travers des algorithmes, à travers des mathématiques, etc. L'objectif c'est quoi? C'est d'être sur des processus de production très efficaces. L'objectif c'est de faire des économies d'échelle, on maximise la production, on minimise le coût de revient du produit. Et bien évidemment, à travers cette intelligence artificielle qui passe par une robotisation et des techniques de réalisation des machines, c'est normal. Les pays les plus développés, c'est un avantage compétitif pour eux. Pour les pays en phase de développement et les pays émergents, ça peut être une menace si on n'assure pas cette transition bien comme il le faut. Éventuellement, pour le secteur du textile, quand on continue à fabriquer avec des méthodes de production classiques, on ne sera pas compétitif parce que les coûts sont élevés. Alors, on risque de voir encore des entreprises disparaître. On perd beaucoup de temps. Oui. Exactement. Les entreprises dans le textile, on le connaît depuis une décennie, ils sont en train de disparaître parce qu'ils n'arrivent pas à assurer cette transition. Donc, la robotisation est indispensable aujourd'hui. C'est pour faire des économies d'échelle. Il y a des raisons économiques derrière. Il y a aussi des raisons qui sont liées à la compétitivité. C'est lié aussi à la concurrence. Le digital aujourd'hui, il est indispensable. C'est des technologies qui vont permettre la transition de notre pays vers une économie numérique, vers une industrialisation des services, vers des qualités et vers la satisfaction du citoyen en temps réel. Bon, il faut mettre le paquet en tout cas dans ce nouveau modèle de développement économique sur les ressources humaines, sur la compétence, sur l'éducation. Effectivement, c'est primordial. Mon collègue vient mettre à l'instant le point sur deux choses. Effectivement, il y a le côté opportunité dont il vient de parler, c'est évident, mais la menace, elle existe réellement, parce que ne serait-ce que aux États-Unis, il y a près de 700 000 emplois industriels qui ont été détruits à cause justement de cette robotisation. Certains pays en voie de développement, comme l'Éthiopie, risquent de perdre 80% de leur emploi juste à cause de ça. On risque à un moment donné d'être touché. Il faut se préparer dès maintenant. Si on ne se prépare pas, on risque de se retrouver avec un problème social majeur.
encore une fois, le capital immatériel. Merci beaucoup, messieurs. Amin Duri, responsable PME chez Inforisque. Youssef Guerroui Filali, président du Centre marocain de la gouvernance et du management. À très bientôt pour un prochain numéro des Équateurs Atlantiques. Vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques avec Fessat Alaoui, c'est à partir de 10h10. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 05 22 95 36 70. 05 22 95 36 70. C'est à partir de 10h10 et jusqu'à midi. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous.